Dans les registres brûlés de Memphis, entre 1838 et 1852, 3 sœurs disparurent de l'histoire officielle. Leurs noms furent grattés des testaments, leurs portraits découpés des albums familiaux, et leurs chambres condamnées par des planches clouées en croix. Ce que les archives du Tennessee ne mentionnent jamais, c'est pourquoi 14 esclaves furent vendus la même nuit à la Nouvelle-Orléans, ni pourquoi la demeure Caldwell fut abandonnée avec tous ses meubles intacts, comme si la famille avait fui un incendie invisible. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu nous écoutes. Et maintenant, retournons à Memphis, en 1838. Memphis, Tennessee. L'année 1838 marquait l'apogée de la culture du coton dans le sud américain. La ville s'étendait le long du Mississippi comme une promesse de richesse, ses quais encombrés de balles blanches destinées aux manufactures du Nord et d'Europe. Dans ce paysage de prospérité construite sur le dos de milliers d'âmes enchaînées, certaines familles régnaient avec une autorité absolue, leur nom synonyme de pouvoir et de respectabilité. La famille Caldwell appartenait à cette aristocratie sudiste. Leur plantation, située à environ 8 km à l'est de Memphis, comptait parmi les plus productives du comté de Shelby. 300 hectares de terre noire et fertile, travaillés par 127 esclaves, dont les noms figuraient dans les livres de comptes, avec la même précision que le bétail ou les outils agricoles. La demeure principale, une construction de style néoclassique achevée en 1833, se dressait au bout d'une allée bordée de chênes centenaires. Ces colonnes blanches reflétaient la lumière du soleil comme des os polis, visibles depuis la route principale qui reliait Memphis à Nashville. Silas Caldwell, le patriarche, avait bâti cette fortune en 20 ans. Arrivé du Kentucky en 1818, avec peu de moyens mais beaucoup d'ambition, il avait su profiter de la demande croissante de coton. Son mariage avec Constance Delafield, fille d'un banquier de Charleston, lui avait apporté le capital nécessaire pour acquérir ses premières terres. En 1825, il possédait déjà 50 esclaves. En 1830, ce nombre avait doublé. En 1838, quand notre histoire commence réellement, Silas Caldwell était l'un des hommes les plus riches et respectés de tout le Tennessee occidental. Sa richesse se mesurait non seulement en terres et en esclaves, mais aussi en influence politique. Il siégeait au conseil municipal de Memphis, finançait la construction de l'église presbytérienne de la ville, et son avis était sollicité sur toutes les questions commerciales importantes. Dans les salons de Memphis, on parlait de lui avec déférence. Dans les quartiers d'esclaves, on murmurait son nom avec terreur. Mais la véritable fierté de Silas Caldwell n'était ni sa fortune, ni son influence. C'étaient ses 3 filles, nées coup sur coup entre 1820 et 1823. Catherine, l'aînée, avait 18 ans en 1838. Ses cheveux auburn tombaient en boucles parfaites sur ses épaules, et ses yeux verts possédaient une intensité qui mettait mal à l'aise ceux qu'elle fixait trop longtemps. Margaret, d'1 an sa cadette, présentait un contraste saisissant avec sa peau d'une pâleur presque translucide et ses cheveux d'un noir profond. La plus jeune, Eleanor, qui venait d'avoir 15 ans, avait hérité du tempérament volcanique de son père sous des traits angéliques de poupée de porcelaine. Constance Caldwell avait élevé ses filles selon les codes stricts de la société sudiste. Leçons de français avec un précepteur venu de la Nouvelle-Orléans, cours de piano 3 fois par semaine, broderie, danse, maintien. Tout ce qu'une jeune femme de bonne famille devait maîtriser pour faire un mariage avantageux. Les 3 sœurs avaient été façonnées pour devenir les épouses parfaites de planteurs prospères, perpétuant ainsi l'héritage et le statut de la famille Caldwell. La demeure elle-même reflétait ses ambitions. Le rez-de-chaussée comprenait un grand salon de réception, une salle à manger pouvant accueillir 20 convives, un bureau où Silas gérait ses affaires et une bibliothèque garnie de volumes reliés en cuir que personne ne lisait jamais. L'étage supérieur abritait les chambres familiales,
Celle de Silas et Constance occupait l'aile ouest, vaste et lumineuse, donnant sur les jardins à la française que Constance avait fait dessiner par un architecte paysagiste de Charleston. Les 3 filles occupaient l'aile est, leurs chambres alignées le long d'un corridor tapissé de papier peint importé de France, représentant des scènes bucoliques de bergères et de moutons. Mais ce décor de respectabilité et de raffinement dissimulait déjà les fissures d'un édifice qui allait s'effondrer de l'intérieur. L'organisation de la plantation suivait un modèle classique pour l'époque. Les quartiers des esclaves se trouvaient à environ 300 mètres de la grande maison, une rangée de cabanes en bois brut alignées comme des tombes. Chaque structure abritait une ou plusieurs familles, si l'on peut appeler famille ces unions que les maîtres pouvaient défaire selon leur bon vouloir. Les hommes travaillaient au champ de l'aube au crépuscule, sous la surveillance de 3 contremaîtres blancs dont la brutalité était proportionnelle à leur propre frustration d'hommes pauvres servant des maîtres riches. Les femmes esclaves s'occupaient des tâches domestiques, de la cuisine, du linge, du ménage, leur existence entière consacrée au confort de la famille qui les possédait. Parmi ces esclaves, certains occupaient des positions légèrement privilégiées, si ce mot peut avoir un sens dans le contexte de l'esclavage. Il y avait Thomas, un homme d'une 30aine d'années qui travaillait comme palefrenier et cocher. Sa stature imposante et son visage aux traits réguliers le distinguaient. Il avait appris à lire en secret, crime passible de mutilation dans certains États du Sud, et savait tenir une conversation qui allait au-delà des réponses monosyllabiques que les Blancs attendaient de ceux qu'ils considéraient comme du bétail. Il y avait aussi Daniel, plus jeune, 23 ans peut-être. Personne ne connaissait sa date de naissance exacte. Il travaillait aux écuries et possédait un talent particulier avec les chevaux. Même les bêtes les plus rétives se calmaient sous sa main. Silas Caldwell, qui appréciait les bons chevaux autant que le bon whisky, avait remarqué ce talent et accordait à Daniel une relative liberté de mouvement sur la propriété. Et puis il y avait Samuel, le charpentier de la plantation. À 40 ans, il était l'un des plus âgés des esclaves de Caldwell. Ses mains portaient les cicatrices de décennies de travail, mais aussi l'habileté de celui qui peut transformer le bois en n'importe quelle forme. Il construisait les meubles, réparait les structures, et son expertise lui valait un respect prudent, même de la part des contremaîtres blancs. Ces 3 hommes, parmi d'autres, évoluaient dans l'orbite immédiate de la grande maison. Ils voyaient la famille Caldwell de près, assistaient aux réceptions, entendaient les conversations, observaient les dynamiques de pouvoir et de privilèges qui régissaient ce monde. Et dans cet espace liminal entre les quartiers des esclaves et le sanctuaire des maîtres, quelque chose d'innommable allait germer. Le premier signe que quelque chose n'allait pas dans la maison Caldwell survint en août 1838, lors d'un événement apparemment anodin. Mrs. Eliza Patterson, épouse d'un marchand de Memphis et amie proche de Constance Caldwell, était venue passer l'après-midi à la plantation. Les 2 femmes prenaient le thé dans le salon, discutant des préparatifs du bal de la Saint-Jean qui devait se tenir en septembre. Catherine, l'aînée des filles Caldwell, était présente, assise bien droite dans son fauteuil, son corsage boutonné jusqu'au menton selon la mode stricte de l'époque. Alors que Mrs. Patterson racontait les derniers potins de Memphis, son regard se posa sur le cou de Catherine. Une marque violacée, à peine visible au-dessus du col de dentelle, attirait l'œil. Mrs. Patterson s'interrompit au milieu de sa phrase. « Ma chère Catherine, vous vous êtes blessée ?» La jeune fille porta instinctivement la main à son cou et quelque chose passa dans ses yeux. Pas de la surprise ni de l'embarras, mais quelque chose de plus profond, de plus sombre, un mélange de défi et de secret. « Ce n'est rien, Mrs. Patterson, une maladresse avec mon collier hier soir. » Mais Mrs. Patterson avait élevé 4 filles. Elle connaissait la différence entre une marque de bijoux et autre chose. Ce qu'elle avait vu ressemblait davantage à une morsure ou à une succion prolongée, le genre de marque qu'un amant laisse sur la peau dans un moment de passion incontrôlée. Constance Caldwell avait également remarqué l'échange. Son visage, d'ordinaire composé en un masque de courtoisie perpétuelle, se figea imperceptiblement.
Elle détourna rapidement la conversation vers des sujets plus neutres, mais Mrs. Patterson sentait une tension dans l'air, comme l'électricité avant un orage. Ce soir-là, après le départ de Mrs. Patterson, Constance monta à l'étage. Elle frappa à la porte de Catherine et entra sans attendre de réponse. Sa fille était assise devant sa coiffeuse, en chemise de nuit, brossant ses longs cheveux auburn. Dans le miroir, leurs regards se croisèrent. « Catherine, je dois te parler. »« Oui, mère. » »« Cette marque sur ton cou, d'où vient-elle vraiment ?» Un silence s'étira entre elles, lourd de non-dits. Catherine continua à se brosser les cheveux, les gestes mesurés, presque hypnotiques. « Je vous l'ai dit, mère, mon collier. Ne me mens pas. » Catherine posa sa brosse et se retourna pour faire face à sa mère. Dans ses yeux verts brillait quelque chose que Constance n'avait jamais vu auparavant. Une lueur de rébellion, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Vous préférez vraiment le savoir, mère ? Vous préférez vraiment que je brise l'illusion parfaite de votre monde bien ordonné ?» Constance sentit son estomac se nouer. Une partie d'elle voulait faire demi-tour, sortir de cette chambre, ne jamais poser la question dont elle pressentait la réponse terrible. Mais une autre partie, celle qui avait survécu aux rigueurs de l'éducation sudiste et aux années de mariage avec un homme dur, avait besoin de savoir. « Dis-moi la vérité. » Catherine sourit, un sourire étrange et triste. « Très bien, puisque vous insistez. Cette marque vient de Thomas. Vous savez, le palefrenier. Il a des mains extraordinairement douces pour un homme qui travaille avec des chevaux toute la journée. » Le monde de Constance bascula. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Catherine se retourna vers son miroir et reprit sa brosse, comme si elle venait de commenter la météo. « Ne vous inquiétez pas, mère. Je ne suis pas la seule. Margaret voit Daniel depuis presque 6 mois maintenant. Et Éléanor, Éléanor a toujours été la plus audacieuse de nous 3. Samuel lui enseigne des choses qu'aucun précepteur n'oserait aborder. » Constance trouva enfin sa voix, un murmure étranglé qui ressemblait à un cri de douleur. « Comment oses-tu? Comment osez-vous toutes les 3? C'est une abomination. Ce sont des esclaves, des nègres. » Catherine pivota de nouveau, et cette fois son regard était glacial. « Des hommes, mère, ce sont des hommes, avec des pensées, des sentiments, des désirs, exactement comme nous. La seule différence, c'est que père les a achetés comme on achète du mobilier. Mais dans le noir, quand les convenances s'effacent, cette différence disparaît aussi. » Constance chancela et dut s'appuyer contre le chambranle de la porte. Ses 3 filles, ces précieuses filles qu'elle avait élevées pour devenir des dames de la société sudiste, se souillaient avec des esclaves. C'était inconcevable. C'était monstrueux. C'était « Depuis combien de temps ?» La question sortit malgré elle et Catherine haussa les épaules. « Pour moi, environ 1 an. Pour Margaret, un peu plus. Pour Éléanor, quelques mois seulement. Ne nous jugez pas trop durement, mère. Vous nous avez enfermés dans cette cage dorée, entourés d'hommes que nous ne pouvions jamais vraiment connaître, promis à des mariages arrangés avec des planteurs que père choisira pour leurs terres et leur argent. Nous avons simplement décidé de vivre un peu avant d'être vendus à notre tour. » Vendus ? Comment oses-tu comparer ta situation à celle des esclaves? N'est-ce pas exactement ce qu'est un mariage arrangé, mère? Un transfert de propriété d'un homme à un autre avec un contrat et un prix, seulement on appelle cela une dot. Au moins, avec Thomas, je peux choisir. Au moins, avec lui, je suis quelque chose de plus qu'une décoration vivante. Constance quitta la chambre en titubant, son monde s'écroulant autour d'elle. Elle descendit l'escalier, traversa le salon, sortit dans la nuit humide du Tennessee. Dans l'obscurité, elle pouvait voir les faibles lumières des quartiers des esclaves, ces cabanes misérables où sa fille allait probablement rejoindre un homme noir dans quelques heures. Elle resta là, paralysée, jusqu'à ce que Silas la trouve 1 heure plus tard, toujours immobile sous le porche, les yeux fixés sur l'obscurité. « Constance, que fais-tu dehors à cette heure ?» Elle se tourna vers son mari, cet homme qui avait construit un empire sur le dos d'êtres humains enchaînés, et elle sut qu'elle ne pourrait jamais lui dire la vérité. « Pas maintenant. Peut-être jamais. »« Rien, mon ami. Je prenais simplement l'air. Il fait si chaud ce soir. »
Mais dans son cœur, Constance savait que quelque chose venait de se briser de manière irréparable. Le secret que Catherine venait de révéler était un poison qui allait se répandre, contaminer tout ce qu'elle avait construit, détruire la façade de respectabilité derrière laquelle la famille Caldwell s'abritait. Elle ne savait simplement pas encore à quel point elle avait raison. Les jours qui suivirent cette révélation furent un supplice pour Constance Caldwell. Elle observait ses filles avec un regard nouveau, cherchant les signes de leur transgression, et les trouvait partout. Un échange de regards entre Margaret et Daniel alors qu'il attelait les chevaux. Eleanor qui disparaissait pendant des heures, prétendant se promener dans les jardins. Catherine qui descendait tard le soir pour prendre un livre dans la bibliothèque, ne remontant qu'au petit matin. Constance se demandait comment elle avait pu être si aveugle. Comment avait-elle manqué tous ces indices? Pendant des mois, peut-être plus d'un an, ses filles avaient mené cette double vie. Modèle de vertu pendant le jour, se glissant dans les bras d'esclaves pendant la nuit. Elle tenta d'aborder le sujet avec Silas, prudemment, indirectement. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans leur chambre, elle demanda « Les filles sont devenues bien mystérieuses ces derniers temps, ne trouves-tu pas ?» Silas, occupé à parcourir ses livres de contes, leva à peine les yeux. « Les jeunes filles sont toujours mystérieuses, c'est dans leur nature. » Pourquoi cette question? Constance hésita. Comment formuler l'impensable? Je me demandais simplement, elles sont peut-être trop isolées ici. Peut-être devrions-nous envisager de les envoyer à Charleston, chez ma sœur, pour la saison sociale. Leur permettre de rencontrer des jeunes gens convenables. Silas referma ses livres et regarda sa femme avec une expression indéchiffrable. Nous en avons déjà discuté, Constance. L'année prochaine, quand Catherine aura 19 ans. Pour l'instant, elles sont très bien ici. D'ailleurs, le jeune Hartley, fils du juge, a manifesté son intérêt pour Catherine. J'envisage de l'inviter pour le bal de septembre. Le bal de septembre, dans un mois à peine. Constance imagina Catherine, souriant poliment au jeune Hartley, dansant avec lui dans le grand salon, alors que dans sa tête, elle pensait à Thomas et aux nuits qu'ils partageaient dans le secret. La duplicité était vertigineuse. Mais Constance était une femme de la société sudiste. Elle avait été élevée pour maintenir les apparences à tout prix. Si elle révélait à Silas ce que leur fille faisait, les conséquences seraient catastrophiques. Non seulement pour les filles, mais pour toute la famille. Le scandale serait tel qu'ils ne pourraient jamais s'en remettre. Leur nom serait sali à jamais. Les portes des meilleures familles du Tennessee et au-delà leur seraient fermées. Alors Constance fit ce que des générations de femmes sudistes avaient fait avant elle. Elle se tut. Elle enfouit le secret au plus profond d'elle-même et décida de le porter seule comme un cancer silencieux qui la rongerait de l'intérieur. Mais les secrets ont une manière de refuser de rester enfouis. En septembre, comme prévu, le bal eut lieu. La demeure Caldwell rayonnait de lumière. Des dizaines de lanternes suspendues dans les arbres de l'allée. Des musiciens venus de Memphis installés dans le grand salon. Toute la bonne société du comté de Shelby était présente. Les dames dans leurs robes à crinoline, les messieurs en redingote et gilet, tout le monde souriant, riant, dansant, perpétuant l'illusion d'un monde ordonné et civilisé. Catherine portait une robe de soie bleue qui faisait ressortir ses yeux verts. Elle dansa avec le jeune Hartley, avec grâce et une apparente joie. Personne n'aurait pu deviner qu'elle comptait les minutes jusqu'à la fin de la soirée, jusqu'au moment où elle pourrait enfin échapper à cette mascarade. Margaret et Eleanor étaient également resplendissantes, tournoyant dans les bras de jeunes hommes dont elles n'auraient pas pu dire le nom 1 heure plus tard. Et pendant ce temps, dans les quartiers des esclaves, Thomas, Daniel et Samuel attendaient, sachant qu'à un moment de la nuit, les 3 sœurs trouveraient un moyen de venir à eux. Constance observait tout cela depuis un coin du salon, un verre de champagne à la main qu'elle ne buvait pas. Elle voyait le masque que ses filles portaient, et la perfection de ce masque la terrifiait plus que n'importe quelle vérité. Elles étaient devenues des menteuses accomplies, capables de tromper non seulement leurs parents, mais toute la société qui les entourait. Vers minuit,
Alors que la soirée battait son plein, Constance vit Catherine s'éclipser discrètement par la porte de derrière. Quelques minutes plus tard, Margaret fit de même, puis Eleanor. Personne ne sembla remarquer leur absence. Les invités étaient trop occupés à boire, danser et cancaner. Constance posa son verre et se faufila à son tour hors du salon. Elle longea le corridor, sortit par la porte de la cuisine et se retrouva dans la nuit chaude de septembre. La lune était presque pleine, baignant le paysage d'une lumière argentée. Au loin, elle pouvait voir les silhouettes des quartiers des esclaves et 3 formes féminines en robe de bal qui se dirigeaient dans cette direction. Elle les suivit, marchant dans l'herbe humide, ses chaussures de satin ruinées par la rosée. Une partie d'elle criait de faire demi-tour, de retourner au bal, de continuer à ignorer. Mais une autre partie, celle qui avait besoin de comprendre, qui avait besoin de voir de ses propres yeux, la poussait en avant. Elle s'arrêta à l'orée des quartiers des esclaves, cachée derrière un bosquet. De là, elle pouvait voir Catherine frapper doucement à une porte. Thomas ouvrit, et même à cette distance, Constance put voir l'expression sur son visage. Ce n'était pas le visage servile qu'il présentait pendant la journée. C'était le visage d'un homme voyant celle qu'il aime. Il prit la main de Catherine et la tira à l'intérieur. Plus loin, Margaret disparaissait dans une autre cabane, et Eleanor dans une 3e. Constance resta là, pétrifiée, pendant plusieurs minutes. Puis elle entendit un bruit derrière elle et se retourna brusquement. Silas se tenait là, dans son costume de soirée, un cigare à la main, la regardant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Alors tu savais » dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Constance sentit ses genoux faiblir. Elle voulut parler, s'expliquer, mais Silas leva la main pour l'arrêter. « Combien de temps ?»« Depuis août. Catherine me l'a dit. Je ne savais pas comment te l'annoncer. Je pensais que cela finirait peut-être de soi-même. » Silas tira sur son cigare, la braise rougeoyant dans l'obscurité. Quand il parla à nouveau, sa voix était d'un calme terrifiant. « Et tu croyais vraiment que cela resterait secret? Dans une plantation avec plus de 100 esclaves. Tu croyais que personne ne remarquerait, que personne ne parlerait. » Constance n'avait pas pensé à cela. Elle avait été tellement concentrée sur le choc initial qu'elle n'avait pas considéré les implications plus larges. Bien sûr que les autres esclaves savaient. Bien sûr qu'ils voyaient, qu'ils parlaient entre eux. Et si les esclaves savaient, les contremaîtres, murmura-t-elle. Silas hocha lentement la tête. Robert est venu me voir il y a 3 semaines. Il a vu Margaret avec Daniel. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai dit que je m'en occuperais, que cela n'arriverait plus. Et maintenant, pendant que nous organisons un bal pour tout le comté, mes 3 filles sont là-bas, dans les quartiers des nègres, souillant notre nom de la manière la plus abjecte imaginable. Le ton était mesuré, mais Constance pouvait sentir la rage qui bouillonnait sous la surface. Elle connaissait son mari. Elle savait de quoi il était capable quand sa fierté était blessée. « Que vas-tu faire ?» Silas jeta son cigare par terre et l'écrasa sous son talon. « Ce qu'il faut, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Rentre au bal, Constance. Souris, parle, fais comme si tout allait bien. Demain matin, tout sera résolu. » Il se retourna et s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans l'obscurité. Constance resta seule, le cœur battant, sachant que quelque chose de terrible allait se produire, mais impuissante à l'arrêter. Si cette histoire te donne des frissons, n'oublie pas de laisser un like et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses qu'il va se passer. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une plantation étrangement silencieuse. Les invités du bal étaient partis dans la nuit ou au petit matin. Seuls quelques retardataires prenaient le petit déjeuner avant de retourner à Memphis. Constance n'avait pas dormi de la nuit. Elle était restée assise dans sa chambre, attendant, écoutant les bruits de la maison. Elle avait entendu ses filles rentrer vers 3 heures du matin, leurs pas légers dans le corridor. Elle avait entendu Silas sortir juste avant l'aube. Elle avait entendu des voix en bas, des ordres donnés, des bruits de chevaux. Vers 8 heures, ne pouvant plus supporter l'attente, elle descendit. La maison semblait normale. Des domestiques nettoyaient les restes du bal. Dans la salle à manger, quelques invités discutaient tranquillement.
Mais il y avait une tension dans l'air, une électricité que seule Constance semblait percevoir. Elle trouva Silas dans son bureau, assis derrière son imposant bureau en acajou, écrivant dans un registre. Il leva les yeux à son entrée. « Ah, Constance, bien dormi ?» Le ton était presque cordial, ce qui ne fit qu'amplifier l'inquiétude de Constance. « Où sont les filles ? Toujours au lit, j'imagine. Il était tard hier soir. »« Silas, qu'as-tu fait ?» Il posa sa plume et la regarda directement. « J'ai réglé le problème. Thomas, Daniel et Samuel ont été vendus ce matin même à un marchand qui partait pour la Nouvelle-Orléans. Ils sont déjà sur la route. D'ici quelques jours, ils seront si loin qu'ils ne reviendront jamais. » Constance sentit son sang se glacer. Elle savait ce que cela signifiait. Les marchés d'esclaves de la Nouvelle-Orléans étaient réputés pour leur brutalité. Les hommes achetés là-bas finissaient souvent dans les plantations de canne à sucre de Louisiane, où l'espérance de vie moyenne ne dépassait pas 10 ans tant le travail était éprouvant. « Tu les as condamnés à mort. » Silas haussa les épaules. « Je les ai vendus, c'est mon droit. C'étaient mes esclaves. Je fais ce que je veux avec ma propriété. Et les filles, elles vont être dévastées. Les filles apprendront que les actions ont des conséquences. Elles comprendront que le monde ne tourne pas selon leurs caprices. Et si elles ne le comprennent pas... » Il laissa la phrase en suspens, mais la menace était claire. Constance quitta le bureau, le cœur lourd. Elle monta à l'étage et frappa à la porte de Catherine. Pas de réponse. Elle entra et trouva la chambre vide, le lit défait mais froid. Elle alla à la chambre de Margaret. Même chose. La chambre d'Éléanor était également déserte. Un mauvais pressentiment la saisit. Elle descendit précipitamment l'escalier et sortit de la maison. Dans les écuries, elle trouva le palefrenier de service, un jeune esclave nommé Moses. « Mes filles, les as-tu vues ce matin ?» Moses sembla hésiter, comme s'il était tiraillé entre dire la vérité et se protéger. « Parle !» ordonna Constance, et le garçon tressaillit. « Elles sont parties, madame, tôt ce matin, avant le lever du soleil. J'ai entendu des chevaux. Quand je suis sorti pour voir, les 3 mademoiselles galopaient sur la route de Memphis. » Constance retourna en courant vers la maison. Elle fit irruption dans le bureau de Silas. « Les filles sont parties. Elles ont pris des chevaux et sont parties vers Memphis. » Silas se leva lentement, son visage devenant cramoisi. « Quoi? Quand? » ?»« Ce matin, avant l'aube apparemment. » Silas attrapa son chapeau et son manteau. « Robert! Jacob !» cria-t-il, appelant ses 2 contremaîtres principaux. Les 2 hommes arrivèrent en courant. « Scellez les chevaux. Les 3 filles sont parties. Nous devons les retrouver. » En moins de 10 minutes, Silas et les 2 contremaîtres galopaient sur la route de Memphis. Constance resta à la maison, arpentant le salon, torturant ses mains. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Vers midi, Silas revint, seul. Son visage était livide. « Où sont-elles » demanda Constance. « Au bureau du shérif à Memphis. Elles ont déposé une plainte officielle contre moi. Elles accusent la plantation Caldwell de relations inappropriées avec des esclaves. Elles prétendent vouloir témoigner publiquement. » Constance s'effondra dans un fauteuil. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Si les filles témoignaient publiquement, si cette histoire devenait publique, la famille Caldwell serait détruite. Pas seulement socialement, mais légalement aussi. Les lois du Tennessee sur les relations entre blancs et esclaves étaient draconiennes. Même si les filles étaient les instigatrices, c'étaient elles qui seraient punies, mais la famille entière serait éclaboussée par le scandale. « Il y a autre chose », continua Silas, et sa voix tremblait maintenant. « Catherine est enceinte. Elle l'a annoncé au shérif. Elle dit que l'enfant est de Thomas. » Le monde de Constance s'écroula complètement. Une fille blanche enceinte d'un esclave noir. C'était l'abomination suprême dans la société sudiste. Non seulement cela détruirait Catherine, mais cela contaminerait toute la famille. Margaret et Éléanor ne pourraient jamais se marier convenablement. Le nom Caldwell serait associé à ce scandale pendant des générations. Que dit le shérif? Il veut que toute l'affaire soit étouffée.
Il m'a dit très clairement que si cette histoire devient publique, cela nuira à toute la communauté. Memphis est encore une ville jeune, en développement. Un scandale de cette ampleur pourrait faire fuir les investisseurs, ternir la réputation de toute la région. Il m'a suggéré de régler cela en famille, discrètement. Et les filles, où sont-elles maintenant? Toujours au bureau du shérif. Elles refusent de rentrer. Elles disent qu'elles ne reviendront que si je ramène Thomas, Daniel et Samuel. Mais tu ne peux pas. Ils sont déjà loin, et même si tu le pouvais... Je sais, coupa Silas. Sa voix était creuse, vidée de toute émotion. Je sais que je ne peux pas les ramener, et elles le savent aussi. C'est pour cela qu'elles l'exigent. Elles veulent me forcer à admettre publiquement ce qui s'est passé. Elles veulent me détruire. Il s'assit lourdement, soudain vieilli de 10 ans. Comment en sommes-nous arrivés là, Constance? Comment nos filles ont-elles pu devenir cela? Mais Constance n'avait pas de réponse. Elle pensait à Catherine, enceinte, probablement terrifiée malgré sa bravade. À Margaret et Eleanor, si jeunes encore, jetées dans ce maelstrom. À Thomas, Daniel et Samuel, vendus et condamnés à une mort lente dans les champs de canne à sucre, sans même savoir pourquoi leur vie avait été brutalement arrachée à ce qu'elle était. Le silence dans la maison Caldwell ce soir-là était celui d'un tombeau. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, parlant à voix basse. Les contremaîtres restaient près des écuries, nerveux. Dans les quartiers des esclaves, on murmurait. Tout le monde savait que quelque chose de terrible s'était produit, mais personne ne connaissait tous les détails. Et c'est dans ce silence chargé que commença la véritable descente aux enfers de la famille Caldwell. Les 3 jours suivants furent un enfer de négociations, de menaces voilées et de manœuvres désespérées. Le shérif Thompson, un homme pragmatique plus préoccupé par la réputation de Memphis que par la justice, servait de médiateur entre Silas et ses filles, mais chaque rencontre ne faisait qu'aggraver la situation. Catherine, Margaret et Eleanor refusaient catégoriquement de rentrer à la plantation sans les 3 hommes. Elles étaient installées dans une pension de famille à Memphis, payée par l'argent que Catherine avait volé dans le bureau de son père avant de partir. La propriétaire, Mrs. Donovan, une veuve irlandaise qui n'avait que peu de sympathie pour l'aristocratie esclavagiste, les avait accueillis volontiers, ravie de défier les conventions. Le 4e jour, Silas prit une décision radicale. Il se rendit à la pension, accompagné de Constance et du shérif. Mrs. Donovan les laissa monter à contre-cœur. Les 3 sœurs étaient dans une petite chambre au 2e étage, assises sur le lit, se tenant les mains. Quand Silas entra, Catherine se leva, et son ventre légèrement arrondi était visible sous sa robe simple. « Père !» dit-elle, et sa voix était froide comme l'acier. « Catherine, les filles, il faut que cela s'arrête. Vous devez comprendre que ce que vous demandez est impossible. » Alors nous n'avons rien à nous dire. Silas serra les poings, luttant visiblement pour garder son calme. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Ce scandale vous détruira. Pas seulement moi, pas seulement la famille, mais vous surtout. Catherine, tu es enceinte d'un enfant métis. Sais-tu ce que cela signifie? Aucun homme respectable ne t'épousera jamais. Tu seras exclue de la société. Et Margaret, Eleanor, vous serez contaminés par association. Vos vies seront ruinées. Nos vies sont déjà ruinées, répliqua Margaret, parlant pour la première fois. Vous les avez ruinés en nous élevant comme des poupées, des objets décoratifs à marier aux plus offrants. Vous nous avez refusé toute humanité, tout choix réel. Tout ce que nous demandons maintenant, c'est d'avoir le droit d'aimer qui nous voulons. Aimer. La voix de Silas monta dangereusement. Vous appelez cela de l'amour? Vous vous accoquinez avec des esclaves. Vous vous avilissez avec des hommes qui sont à peine... Continuez, l'interrompit Catherine, ses yeux verts brillants de fureur. Continuez et dites ce que vous pensez vraiment. Qu'ils sont à peine humains, c'est cela? Qu'ils sont du bétail, des animaux? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose, père. Thomas m'a traité avec plus de respect et de tendresse en 1 mois que vous ne l'avez fait en 18 ans. Il me parle comme à une égale. Il écoute mes pensées. Il se soucie de ce que je ressens.
Pouvez-vous en dire autant? Le silence qui suivit était assourdissant. Constance, qui était restée en retrait, sentit les larmes couler sur ses joues. Non pas des larmes de honte ou de colère, mais des larmes de quelque chose de plus profond. De reconnaissance, peut-être, ou de regret pour toutes les années où elle aussi avait été une poupée dans la maison d'un homme. Le shérif Thompson toussa, mal à l'aise. « Mademoiselle Catherine, je comprends que vous soyez en colère. Mais vous devez voir la situation pratiquement. Votre père dit la vérité. Si cette affaire devient publique, vous serez toutes les trois ostracisées. Et l'enfant que vous portez, un enfant métis dans le Tennessee, sa vie sera un enfer constant. » Catherine posa une main protectrice sur son ventre. « Je m'en occuperai. J'élèverai cet enfant loin d'ici, loin de ce monde malade. Peut-être dans le nord, peut-être au-delà. Mais je ne laisserai pas mon père effacer son existence comme il a essayé d'effacer celle de Thomas. » Silas fit un pas en avant, et pour la première fois, Constance vit quelque chose se briser dans son expression. Ce n'était plus de la colère, mais quelque chose de plus proche du désespoir. « Catherine, je t'en prie, sois raisonnable. Je ne peux pas ramener Thomas. Il est déjà arrivé à la Nouvelle-Orléans. Il a été vendu. Même si je voulais le racheter, cela prendrait des semaines, peut-être des mois, et cela ne ferait qu'attirer plus d'attention sur toute cette affaire. Alors trouvez un moyen, dit Catherine simplement. Vous avez de l'argent, de l'influence, utilisez-les. Et tant que vous n'aurez pas ramené Thomas, Daniel et Samuel, nous restons ici. Et chaque jour qui passe, plus de gens à Memphis apprendront ce qui se passe. Les ragots se répandent vite dans une petite ville. » C'était un chantage pur et simple, et tout le monde dans la pièce le savait. Le shérif secoua la tête et fit signe à Silas qu'il était temps de partir. En sortant, Constance se retourna une dernière fois vers ses filles. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, et elle ne savait pas elle-même de quoi exactement elle s'excusait. De la situation, de toutes ces années, de ne pas avoir été une meilleure mère. Margaret lui lança un regard qui contenait peut-être un soupçon de compassion. « Nous aussi, mère. » La nuit suivante, quelque chose de décisif se produisit. Vers 2 heures du matin, un incendie éclata dans l'une des cabanes des quartiers des esclaves de la plantation Caldwell. Le feu se propagea rapidement, consumant 3 structures avant que les hommes ne puissent le maîtriser. Miraculeusement, personne ne mourut, mais 12 esclaves se retrouvèrent sans abri. Le lendemain matin, alors qu'on examinait les ruines, on découvrit que l'incendie avait été allumé délibérément. Un chiffon imbibé d'huile de lampe avait été retrouvé dans les décombres. Silas réunit tous les esclaves dans la cour et exigea de savoir qui était responsable. Personne ne parla. Il menaça de punition collective. Le silence persistait. Finalement, l'un des contremaîtres, Robert, s'approcha de lui. « Monsieur Caldwell, peut-être devrions-nous considérer que cela pourrait être lié à la situation récente. » Silas comprit immédiatement. Les esclaves savaient ce qui s'était passé avec Thomas, Daniel et Samuel. Ils savaient aussi que les 3 filles Caldwell avaient fui. Cet incendie était peut-être un avertissement, une manifestation de colère ou de solidarité avec les 3 hommes vendus. Pour la première fois, Silas réalisa que le scandale de ses filles n'était pas seulement une question familiale. C'était quelque chose qui secouait les fondements même de l'ordre social sur lequel sa fortune et son pouvoir reposaient. Si les esclaves commençaient à se rebeller, si le contrôle qu'il exerçait sur eux se fissurait, tout pouvait s'effondrer. Cette nuit-là, Silas ne dormit pas. Il resta assis dans son bureau, une bouteille de whisky à portée de main, contemplant les flammes de la cheminée. Constance le trouva là au petit matin, ivre et hagard. « Je vais les ramener, » dit-il sans préambule. « Thomas, Daniel et Samuel. Je vais envoyer quelqu'un à la Nouvelle-Orléans pour les retrouver et les racheter, peu importe le prix. » Constance sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Et ensuite, quand ils seront de retour, tu crois vraiment que cela résoudra quelque chose ?» Silas ne répondit pas immédiatement. Il but une longue gorgée directement à la bouteille. « Ensuite, nous verrons. Peut-être que les filles rentreront. Peut-être que nous pourrons contenir le scandale. Ou peut-être
Peut-être que tout cela est déjà trop tard. Mais envoyer quelqu'un à la Nouvelle-Orléans et retrouver 3 esclaves spécifiques vendus dans le chaos des marchés de cette ville prendrait du temps. Des semaines au minimum. Et pendant ces semaines, la situation à Memphis continuait de se détériorer. Les rumeurs se répandaient. D'abord de vagues murmures dans les cercles inférieurs de la société. Puis des conversations à voix basse lors des thés de l'après-midi. Puis des discussions ouvertes dans les tavernes et les commerces. Les 3 filles du riche planteur Caldwell qui avaient fui la maison familiale. On ne savait pas exactement pourquoi, mais les versions les plus scandaleuses circulaient librement. Mrs. Patterson, qui avait remarqué la marque sur le cou de Catherine, fut l'une des premières à faire le lien. Elle parla à quelques amis proches, sous le sceau du secret, bien sûr. Ses amis parlèrent à d'autres. En une semaine, tout Memphis bruissait de l'histoire. Le coup de grâce vint d'une source inattendue. Augustus Hartley, le jeune homme que Silas avait envisagé comme prétendant pour Catherine, vint à la plantation. Il demanda à parler à Silas en privé. « Monsieur Caldwell, je viens avec respect, mais aussi avec une grande préoccupation. Mon père, le juge Hartley, m'a demandé de clarifier certaines rumeurs qui circulent concernant votre famille. » Silas sentit son estomac se nouer. Quelle rumeur! Le jeune Hartley sembla mal à l'aise, mais continua. On dit que vos filles ont eu des relations inappropriées avec des esclaves de votre plantation. On dit aussi que mademoiselle Catherine serait enceinte. Mon père voulait savoir si ces rumeurs avaient un quelconque fondement avant que notre famille ne soit associée à la vôtre d'une quelconque manière. Le message était clair. La famille Hartley, comme toutes les familles respectables de Memphis, prenait ses distances. Le nom Caldwell était maintenant toxique. « Ces rumeurs sont absurdes et offensantes, » répondit Silas, mais même à ses propres oreilles, sa voix manquait de conviction. Augustus Hartley hocha poliment la tête, mais son expression disait qu'il n'était pas dupe. « Je transmettrai votre réponse à mon père. Bonne journée, monsieur Caldwell. » Après son départ, Silas s'effondra dans son fauteuil. Constance, qui avait écouté derrière la porte, entra et s'assit en face de lui. « C'est fini, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Même si tu ramènes les 3 hommes, même si les filles rentrent et se taisent, c'est déjà fini. Tout le monde sait, ou croit savoir. Notre réputation est détruite. » Silas la regarda, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De la peur. « Je ne sais plus quoi faire, Constance. Pour la première fois de ma vie, je ne sais plus quoi faire. » Et c'est à ce moment précis que tout bascula vers quelque chose de bien plus sombre qu'un simple scandale social. L'homme que Silas avait envoyé à la Nouvelle-Orléans revint 3 semaines plus tard, épuisé et porteur de nouvelles dévastatrices. Il avait retrouvé la trace de Thomas et Daniel. Ils avaient effectivement été vendus à un planteur de canne à sucre près de Bâton Rouge. Mais quand l'émissaire était arrivé sur place pour négocier leur rachat, il était trop tard. Thomas était mort 10 jours après son arrivée, apparemment d'une fièvre. Daniel avait tenté de s'enfuir et avait été rattrapé et sévèrement battu. Il était maintenant invalide, incapable de travailler, et le planteur refusait de le vendre à n'importe quel prix. Quant à Samuel, il avait tout simplement disparu, vendu à un marchand ambulant qui l'avait emmené on ne savait où. Il pourrait être n'importe où dans le sud ou mort depuis longtemps. Quand Silas apprit ces nouvelles, il resta silencieux pendant plusieurs minutes. Puis il se leva, prit son chapeau et son manteau, et se rendit à Memphis sans dire un mot à personne. Il alla directement à la pension de Mrs. Donovan. Quand il entra dans la chambre de ses filles, Catherine se leva pour l'affronter. Mais quelque chose dans l'expression de son père l'arrêta. « Thomas est mort », dit Silas sans préambule. « Il est mort dans une plantation de canne à sucre en Louisiane. Daniel est invalide, probablement mourant aussi. Samuel a disparu. Je ne peux pas les ramener. » Le silence qui suivit était total. Catherine chancela et se rassit sur le lit. Margaret se mit à pleurer silencieusement. Eleanor, la plus jeune, laissa échapper un cri étranglé avant de se couvrir la bouche de ses mains. « Non, » murmura Catherine. « Non, ce n'est pas possible. Tu mens. »« Je voudrais que ce soit un mensonge, » répondit Silas,
et sa voix était creuse. Mais c'est la vérité. Ils sont partis, Catherine, à cause de vos actions et des miennes, à cause de cette situation que ni vous ni moi n'avons su gérer avec sagesse. Catherine se leva de nouveau, chancelante, et frappa son père au visage. Le coup résonna dans la petite chambre. C'est de ta faute. Si tu ne les avais pas vendus, si tu ne nous avais pas enfermés dans cette prison dorée, si tu nous avais traités comme des êtres humains au lieu de marchandises. Silas accepta le coup sans broncher. Quand Catherine leva à nouveau la main, il l'attrapa doucement et la tint. « Tu as raison, c'est ma faute. J'ai construit ma vie et ma fortune sur un système qui traite les êtres humains comme des objets. Et maintenant, ce système m'a pris mes filles aussi. Vous êtes devenus les victimes de ce que j'ai perpétué. Pour la première fois, quelque chose passa entre eux qui ressemblait à une compréhension mutuelle. Pas du pardon, mais une reconnaissance de la tragédie dans laquelle ils étaient tous piégés. « Que veux-tu de nous maintenant ?» demanda Catherine, épuisée. « Rentrez à la maison. La société de Memphis nous a déjà condamnés. Les invitations ont cessé d'arriver. Les associés commerciaux prennent leur distance. Votre scandale a accompli ce que vous vouliez, la destruction de tout ce que j'ai construit. Mais maintenant, vous devez penser à l'avenir. Catherine, tu portes un enfant. Cet enfant aura besoin de protection. La société ne lui fera pas de cadeau. » Catherine posa instinctivement la main sur son ventre. Elle savait qu'il avait raison. Un enfant métis dans le Tennessee de 1838 ferait face à une vie de discrimination et de danger constant. « J'ai une proposition, » continua Silas. « Rentrez à la maison, nous fermerons la plantation, nous vendrons les terres, les esclaves restants, tout, nous irons ailleurs. Peut-être dans le Nord, peut-être en Europe. Nous commencerons une nouvelle vie, loin de Memphis, loin de ce passé. C'est tout ce que je peux offrir maintenant. » Les trois sœurs se regardèrent. Margaret parla en premier. « Et si nous refusons? Si nous restons ici? Alors vous survivrez ou mourrez par vos propres moyens. Je ne vous pourchasse plus, je ne vous force plus. Je vous offre simplement une porte de sortie de ce cauchemar que nous avons tous créé ensemble. » Eleanor, qui n'avait pas parlé jusqu'ici, posa la question que tous évitaient. « Et Daniel, s'il est encore vivant, si nous pouvions le racheter, l'aider ?» Silas secoua la tête. Son nouveau propriétaire refuse de le vendre. Il dit que Daniel est un exemple pour les autres esclaves, un rappel de ce qui arrive à ceux qui tentent de s'enfuir. Le racheter ne ferait qu'attirer plus d'attention, peut-être le mettre en plus grand danger. C'était la terrible ironie de la situation. En essayant de sauver les hommes qu'elles aimaient, les trois sœurs avaient précipité leur destruction. Et maintenant, toute tentative de les aider ne ferait qu'aggraver leur sort. Catherine se tourna vers la fenêtre, regardant les rues de Memphis en contrebas. Des gens vaquaient à leurs occupations, inconscients du drame qui se jouait au-dessus de leur tête. « Très bien, » dit-elle finalement. « Nous rentrerons, mais pas parce que nous te pardonnons, père. Nous rentrons parce que nous n'avons plus nulle part où aller. Nous rentrons parce que tu as gagné, d'une certaine manière. Tu nous as montré que même notre rébellion ne pouvait pas briser le système que tu as aidé à perpétuer. Les esclaves meurent, et nous survivons avec notre honte. » Le retour à la plantation fut silencieux. Les trois sœurs et leurs parents dans la voiture familiale, personne ne parlant, chacun perdu dans ses propres pensées sombres. Quand ils arrivèrent, la demeure leur parut différente, comme si les événements récents avaient altéré sa substance même. Les colonnes blanches semblaient moins majestueuses, plus menaçantes. Les pièces luxueuses paraissaient maintenant oppressantes, étouffantes. Cette nuit-là, Catherine fit une fausse couche. La grossesse, déjà précaire, ne survécut pas au stress et au chagrin des semaines précédentes. Le docteur Appel et de Memphis fit ce qu'il put, mais l'enfant était perdu. Constance resta au chevet de sa fille pendant 3 jours. Catherine ne pleura pas. Elle resta allongée, les yeux fixés au plafond. Et quand elle parla finalement, ce fut pour dire « C'est mieux ainsi. Cet enfant serait né dans un monde qu'il aurait détesté dès son premier souffle. Au moins maintenant, il est épargné. » Mais Constance voyait dans les yeux de sa fille quelque chose qui s'était brisé de manière irréparable. Ce n'était pas seulement la perte de l'enfant,
ni même la mort de Thomas. C'était la prise de conscience brutale que le monde était organisé pour écraser toute tentative d'amour ou de connexion humaine qui transgressait les lignes que la société avait tracées. Dans les semaines qui suivirent, Silas tint parole. Il mit la plantation en vente. Trouver un acheteur prit du temps, car les rumeurs sur la famille Caldwell avaient de fait leur travail. Finalement, un consortium de Boston accepta d'acheter, mais à un prix bien inférieur à la valeur réelle de la propriété. Les esclaves furent vendus par lot à différents planteurs de la région. Constance insista pour que les familles restent ensemble autant que possible. Un des rares moments où elle s'opposa ouvertement à son mari. Silas accepta, peut-être par fatigue, peut-être par un reste de conscience. Le jour où la dernière transaction fut conclue, la famille Caldwell quitta Memphis. Pas pour le Nord comme Silas l'avait suggéré, mais pour Charleston, où la famille de Constance accepta de les accueillir du bout des lèvres, sous un nom légèrement modifié et avec l'entente que l'histoire du Tennessee ne serait jamais mentionnée. Mais avant de partir, Catherine insista pour faire un dernier voyage. Elle retourna au quartier des esclaves maintenant vide. Les cabanes abandonnées se dressaient comme des squelettes dans le crépuscule. Elle entra dans celle qui avait été occupée par Thomas. Il ne restait rien. Pas de meubles, pas d'objets personnels. Les nouveaux propriétaires avaient tout nettoyé. Mais Catherine resta là, debout au centre de la pièce vide, et pour la première fois depuis des semaines, elle pleura. Elle pleura pour Thomas, mort dans la chaleur accablante d'une plantation de canne à sucre, loin de tout ce qu'il avait connu. Elle pleura pour l'enfant qu'elle avait perdu, qui n'aurait jamais la chance de respirer. Elle pleura pour ses sœurs et pour elle-même, condamnées à porter ce secret et cette honte pour le reste de leur vie. Mais par-dessus tout, elle pleura pour le rêve qu'elle avait eu, aussi naïf et impossible qu'il ait été. Le rêve qu'on pouvait transcender les divisions que la société imposait, que l'amour pouvait être plus fort que la race, la classe, le pouvoir. Ce rêve était mort maintenant, aussi sûrement que Thomas lui-même. Quand elle ressortit de la cabane, Margaret et Eleanor l'attendaient. Sans un mot, les trois sœurs se prirent par la main et retournèrent vers la grande maison pour la dernière fois. La famille Caldwell s'installa à Charleston sous le nom légèrement modifié de Caldwell-Delafield, utilisant le nom de jeune fille de Constance pour établir leurs nouvelles identités. La famille de Constance, bien qu'embarrassée par leur arrivée, ne pouvait pas refuser de les accueillir sans provoquer son propre scandale. Les trois sœurs furent enfermées dans une existence de semi-reclusion. Elles ne participaient pas aux événements sociaux. Elles ne recevaient aucun prétendant. Leur vie se résumait à des journées interminables dans une maison qui n'était pas la leur, dans une ville où elles ne connaissaient personne, portant un secret qui les isolait de tout contact humain significatif. Silas ne se remit jamais vraiment de la perte de sa plantation. L'homme qui avait été l'un des planteurs les plus prospères du Tennessee devint une ombre de lui-même. Il mourut en 1842, à l'âge de 53 ans, officiellement d'une attaque cardiaque. Mais Constance savait que c'était surtout son âme qui avait cédé. Les années passèrent, lentes et grises. La guerre civile éclata en 1861 et avec elle, tout le système sur lequel la vie des Caldwell avait été construite s'effondra. L'esclavage fut aboli. Le Sud fut dévasté. Les anciennes certitudes disparurent dans la fumée des batailles. Catherine ne se maria jamais. Elle consacra les dernières années de sa vie à l'enseignement, ouvrant une petite école pour enfants noirs libérés à Charleston après la guerre. Certains disaient que c'était sa manière de faire pénitence. D'autres, qui la connaissaient mieux, savaient que c'était sa manière d'honorer la mémoire de Thomas en éduquant ceux que le système esclavagiste avait maintenus dans l'ignorance. Margaret épousa finalement un bibliothécaire, un homme doux et effacé qui ne posa jamais de questions sur son passé. Ils eurent 3 enfants et vécurent une vie tranquille, presque invisible. Margaret ne parla jamais de Daniel à personne, sauf peut-être à la toute fin de sa vie, à sa fille aînée,
lui confiant dans un murmure qu'elle avait autrefois aimé quelqu'un de toutes ses forces, et que cet amour avait coûté plus cher qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Eleanor fut la plus mystérieuse des trois. En 1856, elle disparut. Elle laissa une lettre disant simplement qu'elle partait chercher Samuel, l'homme qu'elle avait aimé et qui avait été vendu sans trace. Personne ne sut jamais si elle le retrouva. Certaines rumeurs prétendaient qu'elle avait été vue dans divers États du Sud, cherchant désespérément parmi les esclaves libérés après la guerre. D'autres disaient qu'elle était morte quelque part sur une route poussiéreuse, son rêve impossible jamais accompli. Constance vécut jusqu'en 1872, suffisamment longtemps pour voir la reconstruction et ses échecs, pour voir le Sud se relever dans une nouvelle configuration de pouvoir qui, malgré l'abolition de l'esclavage, perpétuait nombre des vieilles injustices sous de nouvelles formes. Elle mourut dans son sommeil, et ses derniers mots, selon l'infirmière qui la soignait, furent « Pardonnez-moi, pardonnez-nous tous ». Mais l'histoire de la famille Caldwell ne se termina pas avec leur mort. Elle survécut dans les murmures, dans les histoires que les anciens esclaves racontaient à leurs petits-enfants, dans les documents que quelqu'un avait négligé de détruire complètement. En 1889, un journaliste de Memphis, faisant des recherches sur l'histoire de la ville avant la guerre, tomba sur des références obliques à un scandale impliquant une famille Caldwell dans les années 1830. Il creusa plus profondément, trouvant des fragments de témoignages, des entrées cryptiques dans d'anciens registres, des lettres partiellement brûlées. Il n'écrivit jamais son article. Les familles descendantes de l'ancienne aristocratie sudiste de Memphis exercèrent des pressions pour que l'histoire reste enterrée. L'argument était que remuer ces vieux scandales ne servirait qu'à rouvrir des blessures raciales dans une période déjà tendue. Mais le journaliste confia ses notes à un collègue qui les confia à un autre, et ainsi de suite. Les documents passèrent de main en main, une histoire chuchotée, jamais complètement révélée, mais jamais complètement oubliée non plus. Ce qui reste de la plantation Caldwell aujourd'hui est un terrain vague à l'est de Memphis, envahi par les mauvaises herbes et les arbres sauvages. Les fondations de la grande maison sont encore visibles si l'on sait où chercher. Des pierres grises émergeant de la terre comme des os fossilisés. Les quartiers des esclaves ont complètement disparu, retournés à la nature, comme si la terre elle-même voulait effacer toute trace de ce qui s'y était passé. Mais parfois, après de fortes pluies, on peut encore trouver des fragments de poterie, des clous rouillés, des morceaux de verre brisés, les détritus d'existence vécue dans la douleur et la privation. Et dans les archives de Charleston, si l'on sait où chercher, on peut trouver une petite école qui porta le nom de Catherine Caldwell de la Field pendant presque 40 ans. Dans les rapports annuels de cette école, il y a toujours une ligne mystérieuse. Un don anonyme qui arrivait chaque année, provenant d'une source jamais identifiée, suffisant pour garder l'école ouverte, même dans les années les plus difficiles. Certains historiens pensent que ce don venait peut-être d'Eleanor, ou qu'elle est finie. D'autres suggèrent que c'était Margaret, donnant discrètement de son modeste héritage. Personne ne sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est que l'histoire des 3 filles Caldwell qui dormirent avec des esclaves, ce scandale qui secoua Memphis en 1838, n'était pas vraiment une histoire d'amour, ni de rébellion, ni même de transgression morale. C'était une histoire sur le coût humain d'un système qui traitait les êtres humains comme des marchandises, qui traçait des lignes arbitraires entre les personnes et appelait ces lignes naturelles et divines. C'était une histoire sur ce qui arrive quand quelques individus tentent de franchir ces lignes, découvrant trop tard que le système ne pardonne jamais, qu'il écrase non seulement les transgresseurs, mais aussi tous ceux qui ont le malheur d'être proches d'eux. Thomas, Daniel et Samuel payèrent de leur vie, ou de leur santé, ou de leur liberté. Catherine, Margaret et Eleanor payèrent en passant le reste de leurs existences dans l'ombre, portant le poids de décisions prises dans leur jeunesse, quand elles croyaient encore que l'amour pouvait transcender les divisions artificielles de la société. Et Silas et Constance Caldwell
payèrent en voyant tout ce qu'ils avaient construit, toute la respectabilité et la richesse qu'ils avaient accumulée, s'effondrer autour d'eux, révélant finalement le vide moral sur lequel tout cela reposait. Mais peut-être que le prix le plus élevé fut payé par l'enfant qui ne naquit jamais, le fils ou la fille de Catherine et Thomas, qui aurait pu être un pont entre deux mondes, mais qui fut emporté par le stress et la tragédie avant même d'avoir la chance de respirer. Les documents relatifs à cette affaire sont rares et souvent contradictoires. Les dates ne correspondent pas toujours. Les noms varient selon les sources. Certains détails semblent trop romanesques pour être vrais, d'autres trop cruels pour être inventés. Était-ce vraiment un scandale d'amour défiant les conventions, ou simplement une triste exploitation des jeunes femmes privilégiées utilisant leur pouvoir sur des hommes qui n'avaient aucun moyen de refuser leurs avances sans risquer leur vie? Les sœurs Caldwell étaient-elles des héroïnes tragiques luttant contre un système oppressif, ou des femmes égoïstes qui ne comprenaient pas vraiment les conséquences de leurs actions? Thomas, Daniel et Samuel étaient-ils des amants passionnés, ou des hommes piégés dans une situation impossible, damnés s'ils résistaient, damnés s'ils cédaient? L'histoire ne donne pas de réponse claire. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Peut-être parce que la vérité de ce qui s'est passé entre ces 6 personnes est trop complexe pour être réduite à un simple récit moral. Ce qui reste, ce sont les questions. Les questions qui hantent encore les historiens qui tombent sur ces fragments d'histoire. Les questions qui résonnent à travers les décennies et les siècles, nous forçant à confronter les héritages du passé. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le but de se souvenir de ces histoires n'est pas de trouver des réponses, mais de garder les questions vivantes. De ne pas laisser la facilité de l'oubli effacer complètement ces existences compliquées, imparfaites, profondément humaines. Dans une ville de Memphis moderne, reconstruite et transformée au-delà de toute reconnaissance, peu de gens savent que sous leurs pieds, sous les routes et les bâtiments, se trouvent les traces de drames humains qui ont façonné l'histoire de manière invisible mais indélébile. Et quelque part, peut-être dans les archives d'un musée ou dans le grenier poussiéreux d'une vieille maison de Charleston, il y a peut-être encore des lettres non lues, des journaux intimes cachés, des photographies annotées au dos avec des dates et des noms, attendant qu'un chercheur patient les découvre et révèle enfin toute la vérité. Ou peut-être que cette vérité n'existe pas. Peut-être qu'elle s'est perdue avec la dernière personne qui connaissait vraiment ce qui s'était passé pendant ces nuits de 1838, quand 3 jeunes femmes blanches franchissaient les lignes les plus sacrées de la société sudiste et que le monde qu'elles connaissaient commençait sa lente implosion. Une chose est certaine, le silence qui entoure cette histoire, les efforts déployés pour l'effacer des registres officiels, le malaise qu'elle provoque encore aujourd'hui quand on la mentionne, tout cela témoigne de son pouvoir perturbateur, parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un scandale de 1838. C'est une histoire qui pose des questions que chaque société, à chaque époque, doit affronter. Qui a le pouvoir? Qui peut aimer qui? Quelles lignes sont naturelles et lesquelles sont artificielles? Et quel prix sommes-nous prêts à payer pour défendre ou transgresser ces lignes? Voilà l'histoire des 3 filles Caldwell de Memphis. Crois-tu que tout a été révélé? Que penses-tu vraiment de ce qui s'est passé cette nuit-là? Était-ce de l'amour, de la rébellion, ou quelque chose de plus sombre? Laisse ton opinion dans les commentaires ci-dessous. Abonne-toi à cette chaîne pour plus d'histoires de terreur historique qui te feront questionner tout ce que tu crois savoir sur le passé. Et partage cette vidéo avec tous ceux qui aiment les mystères sombres de l'histoire. À bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets enfouis du passé.